Aujourd'hui, en effet, je vous présente les toutes premières réflexions menées dans le cadre de mon nouveau projet de recherche postdoctorale sur les représentations littéraires des 30 glorieuses du tourisme, soit 1950 à 1980. Donc, comme Bernadette hier, je vous demanderai d'être indulgent, c'est un nouveau corpus pour moi, un nouveau sujet, donc je ne suis pas encore aussi à l'aise que j'ai pu l'être autrefois, en novembre dernier, avec l'entre-deux-guerres. Donc, c'est un projet qui est né de ma collaboration avec le groupe de recherche EDI, équipe Discours, Imaginaire, Texte, Société, donc avec Pierre Popovic, Marc Angenot, Benoît Denis et plusieurs autres, et dont les travaux portaient sur les productions artistiques et discursives de la Ve République. Mes nombreuses lectures de romans, d'essais, de poèmes, de chansons et de films m'ont fait noter plusieurs récurrences de motifs et de thèmes, dont l'un m'a subjugué au point de devenir le point focal de mes recherches actuelles, c'est le tourisme de masse. L'on pense d'emblée à des œuvres marquantes, voire iconiques, comme En vrac, je nomme comme ça des titres, Les vacances du petit Nicolas, Les vacances de Monsieur Hulot, Le gendarme de Saint-Tropez, Week-end, Les bronzés dans la chanson nationale 7, La route des vacances, aussi Sex and Son. Mais aussi en réfléchissant un peu à des œuvres peut-être d'un ordre plus sérieux, Zazie dans le métro, Les choses, La reine Albemarle ou Le dernier touriste, Les mythologies de Roland Barthes, La vie quotidienne dans le monde moderne de Lefebvre ou La société de consommation, ses mythes, ses structures de Baudrillard, pour nommer quelques titres. Dès l'après-guerre, un important changement de paradigme s'opère dans la façon dont la littérature conçoit le voyage. On lit donc plus seulement les récits de voyage des grands auteurs, Barrès, Sandras, Larbeau, Morand, pour ne citer que, mais aussi des romans dans lesquels des Français moyens courent le monde. Les vacances ne se limitent plus dans les œuvres des poètes, des cinéastes et des essayistes aux villégiatures en luxueux sanatorium montagnard, en maison secondaire campagnarde ou à bord d'un bateau de croisière princier, mais comprennent désormais les séjours dans les campings sociaux, les hôtels de 2 étoiles confort, les villages vacances-famille et les stations balnéaires bon marché qui pullulent en France et ailleurs. Les représentations des estivants, des festivaliers et autres vacanciers, faites par ceux qui les accueillent avec bienveillance ou non, foisonnent dans la production artistique et littéraire des années 1950-1980. Ce qui surprend un peu, du moins pour une néophyte comme moi, c'est le grand nombre d'œuvres rassemblées, parfois à tort, sous la bannière du nouveau roman, qui représentent le tourisme de masse, qu'il fasse l'objet de scènes importantes ou qu'il apparaisse au détour d'une description dans une comparaison ou une métaphore. C'est le cas notamment de L'été indien de Claudelier, de 10h30 du soir en été de Marguerite Duras ou de Ses petits chevaux de Tarquinia, de L'Observatoire de Cannes de Jean Ricardo, du livre des fuites, un roman d'aventure de Leclésio, de 6 810 000 litres d'eau par seconde de Butor, de Topologie d'une cité fantôme de Rob Grillet, on pourrait même dire dans une certaine mesure son voyeur qui devait s'intituler au départ Le Voyageur. Je pourrais continuer encore comme ça longtemps. Avant de me lancer dans la micro-lecture de quelques extraits révélateurs de la diversité du traitement du motif du tourisme de masse dans quelques romans du nouveau roman, je fais un pas en arrière pour situer cet ensemble textuel dans le vaste réseau des langages par lesquels une société se représente ce qu'elle est, ce qu'elle a été et ce qu'elle pourrait devenir, soit la sémiosis sociale environnante. C'est dire que je procéderai conformément à la pratique habituellement mise en œuvre par les sociocriticiens. Si le tourisme de masse se rencontre aussi souvent dans l'art et la littérature, c'est qu'il occupe de plus en plus de place dans la société française. Avec le second après-guerre naît une nouvelle phase du développement industriel, laquelle induit le passage d'un tourisme d'élite à un tourisme de masse. Cette transformation s'inscrit dans la foulée des évolutions sociales qui ont eu cours à l'entre-deux-guerres, notamment en ce qui touche l'avènement de la société des loisirs, qu'on commence à l'appeler. Dans les années 1930, les progrès importants réalisés dans le domaine du droit du travail avec la victoire du Front populaire et sa loi de 1936 sur les congés payés avaient permis l'émergence d'une culture des vacances. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, le processus de touristification prend une ampleur jusque-là inédite. La France connaît plusieurs changements qui favorisent cet essor, au premier rang desquels se distingue la production massive de voitures, rendant possible les déplacements individuels et l'extension progressive de vacances rémunérées. La conjonction de ces deux phénomènes nécessitera la construction des autoroutes des vacances que Michel Fugain chantait en 1972. Les Français découvrent leur pays et s'aventurent sur les chemins d'Europe. Ils reçoivent en retour des visiteurs provenant de partout sur le continent et même d'outre-mer. Le véritable changement s'opère en 1958, date à partir de laquelle se multiplient les nouveaux vols plus rapides et moins chers qui modifient durablement les perspectives touristiques des Occidentaux. L'établissement de grandes chaînes hôtelières, je pense à Hilton ou au Novotel, renforce ce mouvement de globalisation touristique. Mais historiens du XXe siècle considèrent cette période allant de 1950 à 1980 comme le pendant touristique des 30 Glorieuses.
Au cours de ces 3 décennies, les nations européennes entreprennent la prise en charge de ce secteur d'activité en tourisme, en pleine ébullition. Se créent des associations, des bureaux d'études, des offices et des ministères du tourisme, autant de structures établies dans le but d'encadrer les nouveaux types de voyageurs issus de la massification touristique. L'ONU officialise cette dernière quand elle fait de 1967 l'année internationale du tourisme, à l'initiative de l'Union internationale des organismes officiels de propagande touristique. L'observation accrue de la nouvelle espèce migratrice en constante expansion donne lieu dans les textes fictionnels de toute forme à des typologies, des caricatures, des critiques, des attaques, des louanges, etc., de sorte que la littérature offre une réponse singulière aux discours hégémoniques sur le tourisme des années 1950-1980. Les documents produits par et pour les touristes seraient, selon certains historiens comme Frédéric Vidal, autant, je le cite, d'instruments d'apprentissage des lieux. Ils élaborent un langage usuel qu'il est possible de partager, notamment entre habitants résidents et visiteurs voyageurs. Ils participent aussi à un processus d'uniformisation des modes de pensée et de décrire les lieux, quels que soient les contextes locaux ou nationaux. Fin de la citation. Pour des sémiologues, au premier chef Barthes, ce sont plutôt des instruments d'aveuglement. Les textes littéraires proposent plusieurs contre-discours possibles à ces voies sérielles promouvant la standardisation de l'imaginaire social. Ils sont conçus à partir de leur mise en question, de leur mise à distance, de leur reprise ironique, de leur détournement humoristique, de leur dépassement symbolique, etc. Dans cette mesure, pour les auteurs de l'époque, le touriste est-il davantage cet aventurier des temps modernes que certains s'imaginent, ou bien appartient-il à une, et je cite Barthes, sous-humanité privée par nature de jugement et qui outrepasse ridiculement sa condition lorsqu'elle se mêle d'en avoir un? C'est assez virulent. Pour ceux qui en font un motif textuel, le tourisme consiste-t-il en une tare moderne de la société de masse, laquelle aurait pour résultat la relativisation spatiale généralisée, ou plutôt en ce que des sociologues contemporains nomment un apprentissage social? En fait, la lecture de nombreux romans à vocation réaliste, mettant en texte les pérégrins séculiers de la deuxième moitié du XXe siècle, montre qu'ils tendent à nourrir les clichés à leur sujet. Les premiers textes que j'ai étudiés présentent les touristes comme autant de têtes de bétail d'un, et je cite un livre, troupeau interchangeable, comme le désigne la narration du roman Un singe en hiver qu'a fait paraître Antoine Blondin en 1959. L'aubergiste sur lequel elle est focalisée n'a que du mépris pour ce qu'il appelle le cortège falot, dont il suffit de laver les draps pour en oublier le passage. La plupart des textes ne font pas l'impasse sur le portrait robot facile d'une niaise en chemise fleurie et ou bermuda de coton et ou coup de soleil au visage et ou appareil photo en bandoulière, etc., etc. Quand on cherche sur Google Images, par exemple, le mot touriste, c'est exactement cette image-là qui ressort sous toutes ces versions dessinées, peintes, photographiées. La plupart d'entre eux notent complaisamment leur indifférence crasse pour les monuments extraordinaires qu'ils envahissent davantage qu'ils ne visitent. La jeune guide du musée de la guerre en Normandie, mise en scène dans Quand la mer se retire, que publie Armand Lanoux en 1963 et gagne un prix Goncourt avec ce livre, remarque narquoisement la sérialité de la bêtise chez ses clients, je la cite. Elle connaissait bien cette expression dents-dedans qu'ils avaient tous, cet air de somnambule. Encore un. Les visiteurs, un moment engourdis, s'interpellaient, gens de la campagne, bourgeois, touristes venus pour la Pentecôte, qui profitaient de l'occasion. C'eût été aussi bien un musée de coiffes ou de papillons. Ce commentaire rappelle la scène fameuse de Zazie dans le métro, parue 4 ans avant, où Gabriel joue les guides touristiques auprès de Zazie, qu'il distrait de sa méprise entre la gare de Lyon et le Panthéon, en attirant son attention vers un nouvel édifice célèbre. Peut-être, il répond quand on lui dit qu'il s'est trompé, peut-être, mais maintenant c'est du passé, n'en parlons plus. Tandis que ça, petite, regarde-moi ça, si c'est chouette comme architecture, c'est les Invalides, et ce n'est pas les Invalides. Une revue en surface pousserait au constat suivant. Il n'y a rien de plus semblable à un touriste qu'un autre touriste. Il n'y aurait donc pas de quoi produire un roman autour d'une telle figure convenue de ce type absolu. Comme le note Marin de Viry dans son essai volontairement provocateur, Tous touristes, paru en 2010, le difficile dans la représentation réaliste, donc non caricaturale, du tourisme de masse est qu'il s'agit d'un débat sans contradicteur, car rares, voire inexistants, sont ceux qui se pensent comme des touristes de masse ou en, je le cite, en acheteurs de cartes postales décervelés, donc pour reprendre une de ses formules. Dans cette mesure, le touriste est presque toujours l'autre. Au pire, le repoussoir, au mieux, le faire-valoir du protagoniste. C'est le cas dans bon nombre de romans des années 1950-1980 où le personnage principal est appelé, pour diverses raisons, à côtoyer des groupes de voyageurs organisés. Il représente alors l'antitouriste, soit celui qui s'extrait du groupe qui le fuit ou s'y oppose ouvertement.
Par exemple, dans Quand la mer se retire, que je viens d'évoquer, un ancien combattant canadien décide d'abandonner sa délégation touristique composée uniquement de nommés Leclerc. On ne peut forcer davantage l'uniformité. Donc, une délégation venue visiter les plages où s'est déroulé le débarquement de Normandie, plage désormais reconvertie en lieu de détente balnéaire. On y trouve par contre, quand on creuse pour faire des châteaux de sable, des maxillaires de pauvres soldats morts. C'est un peu dérangeant. Donc, lui, plutôt que de poursuivre le circuit des monuments aux morts tous semblables, des innombrables avenues du 6 juin, ou bien avenue de la Libération, des identiques places Churchill ou boulevard Eisenhower, il choisit de s'établir 3 mois durant dans le même village pour s'imprégner véritablement de l'ambiance normande. Je cite le livre. Le 3 au soir, Valérie et Abel avaient laissé partir le car océanique vers Cherbourg, emportant sa cargaison de Leclerc-Hilaire. Il ne les rejoindrait qu'au départ, au paquebot le 12 août. Le convoyeur en était resté sans voix, sourcils froncés, suspectant leur patriotisme. La narration insiste donc sur la nature de marchandises, des touristes de masse avec les mots comme cargaison ou convoyeur. Abel, le personnage, se refuse à être ainsi réifié par le système touristique. Un autre exemple, la pauvre touriste quarantenaire du roman L'air de Venise, que publie Solange Fasquelle en 1966, elle n'a pas le luxe de voyager autrement qu'en groupe avec un forfait avantageux. Elle profite de la rencontre inattendue avec une femme du monde qui s'attache à elle pour s'évader le plus souvent possible des programmes proposés par l'agence miteuse qui lui a vendu l'accès à la Sérénissime. Enfin, le père et le fils autour desquels se forme le récit L'Arbre de Noël, que commet Michel Bataille en 1967. Ils vont bien en Corse, au bord de la Méditerranée, je cite le livre, comme des millions d'Occidentaux chaque année. Fin de la citation, mais fuient la foule et partent à la recherche de leur plage, dans les coins déserts de l'île et jusque sur les terrains privés. Les exemples de la sorte abondent. Il est cependant un ensemble de textes où le tourisme de masse est traité de manière complètement différente. Pour faire simple, j'ai réuni ces textes autour de l'appellation nouveau roman, tout en sachant l'ambiguïté, voire les querelles qu'ils recèlent. Suivant le pari que font plusieurs auteurs qui sont rattachés à tort ou à raison à ce mouvement littéraire de, et je cite le texte de Rob Grillet, dessiner les premiers éléments d'une écriture réaliste d'un genre inconnu, qui est en train maintenant de voir le jour, il n'est pas donc d'objet trop commun pour la littérature. Je l'ai annoncé d'entrée de jeu, les textes apparentés de près ou de moins près au nouveau roman font la part belle au tourisme de masse, qui n'y est pas traité comme thème, mais bien comme élément producteur dans la fabrique du texte, pour reprendre un terme cher à Jean Ricardou. Les œuvres des nouveaux romanciers d'un jour ou de toujours dépassent ainsi le manichéisme que tous les commentateurs du phénomène soulignent à l'envi entre le voyageur, l'explorateur et le touriste, le pauvre être complètement inhibé. Si dans ses écrits non fictionnels sur le voyage, par exemple, Rob Grillet fait pareille distinction, les deux termes sont généralement synonymes dans ses romans comme dans ceux de ses collègues. Il ne faut pas se méprendre ici. Les clichés prolifèrent dans ce corpus hétérogène comme ailleurs lorsqu'il est question de tourisme de masse. Les portraits de vacanciers, et je mentionne, c'est un terme qui se répand seulement à partir du milieu du 20e siècle et la plupart des romanciers que j'étudie le mettent encore entre guillemets vacanciers dans leurs textes littéraires. Donc ces portraits ont tous des chromos propres à susciter la dérision. Dans L'été indien de Claude Ollier, les visiteurs de l'Empire State Building, je cite, au teint basané, coiffés de chapeaux de paille, portant l'un un appareil photographique, l'autre une caméra en bandoulière, et célébrant à l'envi les beautés du panorama de la ville, fin de la citation, n'ont rien à envier aux, je cite, vieilles peaux trop maquillées et aux gigolos en Bermuda s'extasiant sur les splendeurs sauvages naturbanisées des chutes Niagara que décalque indéfiniment 6 810 000 litres d'eau par seconde de Michel Butor. Cela dit, leur conformité et leur interchangeabilité en font des sujets idéaux pour le romancier désirant abolir le personnage, œuvrant à la permanente mise en cause de l'identité, comme le prescrit Ricardou. Il devient parfois impossible d'établir avec assurance si telle, je cite, voyageuse bronzée, sortant un jeu de cartes postales de son, je cite, sac de plage en toile verte d'un modèle courant, fin de la citation, détails qui reviennent de façon obsédante dans l'Observatoire de Cannes du même Jean Ricardou. Si cette touriste est la touriste qui voyage seule, la jeune mariée, la cover girl qui vient faire un shooting ou toutes ces réponses. Dans tous les cas, l'incapacité à distinguer les lieux-dits ou le penchant pour la surconsommation de babioles insignifiantes, pour nommer deux traits récurrents, les caractérise systématiquement, ce qui peut contribuer bien sûr à les moquer, comme dans tant d'autres romans représentant le tourisme de masse dans les années 1950-1980. Cela dit, les nouveaux romanciers travaillent le cliché plutôt que de le mettre à distance. La méconnaissance des territoires qu'ils découvrent, leurs touristes, participe ainsi du flottement énonciatif, du flou généralisé des significations
signifiés qui n'ont pas de référent et encore moins de signification fixe. Cette indétermination spatio-temporelle, allant parfois jusqu'à la contradiction, agit contre ce que Ricardo nomme la tentative d'illusionnisme naturaliste. Je le cite encore, du texte se voulant une transparence ouverte sur un sens institué au préalable. Je le cite toujours, le texte n'est pas un espace neutre où viennent s'assembler des sens inaltérables, c'est un milieu de transformation, une machine à changer le sens. Fin de la citation. Ainsi, dans Topologie d'une cité fantôme, paru en 1976, les espaces que fait visiter Rob Grillet à son lecteur en compagnie d'un groupe de touristes du désastre, qui arborent toutes, ce sont toutes des femmes, je le cite, sourire absent, vaguement ennuyé, les visiteuses de musée, fin de la citation. Ce groupe, donc, ne sont jamais clairement identifiés. Les explications quant à la nature ou à l'histoire des lieux se multiplient, souvent incompatibles. Et la guide, nous pointant les éléments d'une baguette de chef d'orchestre, n'est d'aucune utilité pour les distinguer. Je donne un exemple, donc, de Topologie d'une cité fantôme de Rob Grillet. Ce qu'il y a dehors, ce sont seulement des rues, les rues d'une ville aux 3/4 détruites, mais d'une ville moderne, ou du moins, dont les constructions n'étaient vieilles que d'un siècle, au plus. Sous l'effet de quelques cataclysmes, incendies géants peut-être, ou bombardements aériens, toutes les maisons hautes d'environ de 4 ou 5 étages, à l'origine, se sont partiellement effondrées et aucun îlot habitable ne semble être resté debout. Donc, on est toujours dans ce flou par rapport à l'espace. De même, les emplettes dans les stands à souvenirs, souvent ridiculisées par les littéraires, permettent les énumérations vertigineuses qui font de la violente matérialité de maintes œuvres produites par le groupe de Minuit. Dans l'étude sur Niagara de Michel Butor, la liste des objets disponibles chez le marchand de souvenirs reproduit visuellement l'objet même de ce lieu de culte moderne, la chute, faisant de cette accumulation objective une manière de calligramme. Je cite un extrait. Des drapeaux à chute, des assiettes à chute, des chemises à chute, des cendriers à chute, des médaillons à chute en ailes de papillon, des serviettes de table à chute, des cartes postales à chute, des diapositives à chute, des chasses d'eau miniatures à chute, des coussins à chute, des tentures à chute, des boutons à chute, et ça continue comme ça très longtemps, comme une chute, justement. Ce type de manipulation ludique des rapports texte-image se synthétise le mieux dans le traitement d'un objet particulier, lequel est commun à l'ensemble des auteurs dont je survole aujourd'hui les œuvres. La carte postale. Devenue dans les années 1950 l'indicateur touristique par excellence, selon l'historien du tourisme de masse Marc Boyer, après avoir été l'objet pittoresque indésirable que vendait la pauvre inconnue que chantait Bourvil en 1945, dont nous parlait Isabelle Tourny hier. Il ne s'agit pas pour eux d'utiliser cette forme ultra brève contraignante afin de lutter contre une tendance à la dissertation, comme c'est le cas par exemple de Jacques Derrida, qui écrit dans son beau recueil de correspondance publié sous le titre La carte postale en 1980, je le cite, « Nous avons joué la carte postale contre la littérature, l'inadmissible littérature ». Fin de la citation. Les nouveaux romanciers ou ceux qui se rapprochent d'eux s'attellent plutôt à penser l'objet en lui-même, qu'ils représentent fréquemment, comme un dispositif sémiotique. La carte postale est ainsi un élément fondamental de la poétique de Claude Simon, par exemple, spécialement dans les Géorgiques, mais c'est dans le roman Histoire, publié en 1967, qu'il remplit le mieux sa fonction de générateur de texte, en cela qu'il déclenche le processus mémoriel par chaîne d'association métonymique. Les théoriciens du nouveau roman ne le conceptualisent pas à proprement parler, mais s'en servent souvent pour évoquer sa fonction dans l'économie du roman. Il serait, pour Jean Ricardou, un compendium. Je cite Jean Ricardou, qui analyse la mise en scène de Claude Ollier et il explique qu'une description très récurrente fonctionne, je le cite donc, à la manière des cartes postales, qui multiplient sur un même rectangle les vues d'une même région. Cet objet disposait en les deux lieux de la superposition comme un résumé de toute l'aventure. Fin de la citation. Pour Rob Grillet, la carte postale serait à lire comme un leitmotiv imagé, permettant la suspension temporelle et la mise en valeur de la dimension spatiale, un instantané à explorer dans le détail. Je cite Rob Grillet. On attaque dans nos romans l'impossibilité de distinguer clairement ce qui est réel de ce qui est mental, souvenir ou fantasme. La tendance des éléments à forte charge passionnelle à se transformer en carte postale. Fin de la citation. Outre ses fonctions générales, la carte postale joue divers rôles formels dans les romans. Elle sert avant tout à interroger le rapport au réel, lequel s'avère particulièrement problématique dans le contexte du tourisme de masse. En effet, les touristes, plongés dans un espace complètement étranger, sont souvent portés à faire une lecture suractive des signes qui les entourent.
Le sémioticien du tourisme de masse Dean McCannell en explique le fonctionnement de manière très éclairante dans son ouvrage fondateur The Tourist, A New Theory of the Leisure Class, publié d'abord en 1976 puis en 1989 dans une version revue et corrigée, toujours d'actualité pour étudier ce phénomène social. Donc, McCannell montre comment les touristes sont généralement en quête de vérité, tout en se soumettant paradoxalement à des expériences fondamentalement inauthentiques. Il s'intéresse en profondeur aux besoins de mystification que sous-tend la satisfaction de cette quête impossible. Il analyse comment procède habituellement la perception touristique de l'espace. En bref, le premier contact de l'individu avec l'attraction touristique implique une représentation, ce qu'il appelle un marqueur. Ça peut être une photo, un plan, une description dans un guide. Ce marqueur, qu'il assimile au signifiant de sauce, tente à prendre la place du signifié qu'il représente, à devenir le véritable signifié dans l'esprit du futur voyageur. Du coup, sa visite du lieu réel, qu'il a appris à connaître par son marqueur, engendre souvent une déception plus ou moins fortement ressentie. Son appréhension du site relève ainsi davantage de la reconnaissance que de la perception brute. Une fois sur place, acceptant peu à peu le site tel qu'il est en réalité, il s'empresse fréquemment de créer son propre marqueur, en prenant une photographie ou en achetant une carte postale, lesquelles symboliseront désormais le lieu dans son souvenir. C'est l'ultime étape dans le processus sémiotique d'appropriation de l'espace touristique que je m'excuse d'avoir résumé par trop brièvement. Le livre vaut vraiment le détour. Ce processus est à l'œuvre dans plusieurs textes produits par des auteurs du nouveau roman. Et c'est là-dessus que je vais conclure en vous montrant un peu comment ça fonctionne. C'est un exemple parmi d'autres moyens d'évaluer le fonctionnement formel du tourisme dans ces romans-là. Ainsi, Morel, le voyageur dont Ollier raconte les deux périples dans L'été indien, découvre dès l'incipit du roman à quel point le territoire qu'il s'apprête à découvrir se distingue des marqueurs qu'il connaissait, je cite. Toute la presqu'île surgissant entraînée d'images, au tintement assourdi des syllabes réfractées, dans l'air moite, clivé, disloqué. Coulée de lave, touffeur, forêt, enfouie. Mais le voyage, une fois encore, vient dissocier ces éléments. Fin de la citation. Rendu sur place, il évalue constamment les différences entre les sites qu'il explore et leur représentation sur les diapositives et les cartes postales qu'un collègue lui a montrées avant son départ. Je cite le texte. L'édifice, la pyramide, donc sur laquelle il va grimper, cette fois encore n'est pas absolument conforme à l'image que les représentations antérieures en avaient laissée. Comme toujours, un événement étranger, imprévu, le trouble. L'environnement peut-être, bien que depuis un certain temps, il soit devenu familier, ou la disposition des lieux qui restait imprécise, ou bien la simple proximité, l'affrontement immédiat, car plus aucun obstacle ne s'interpose, rien qu'une distance minime, une centaine de mètres de terrain plat. Fin de la citation. Reste qu'il est difficile de vraiment oublier ces marqueurs, car il les retrouve sur les sites touristiques même, accusant davantage l'écart entre la représentation et la réalité, mettant en lumière des détails visiblement importants qu'il n'a pas remarqués lors de sa visite effective des lieux. Je cite. Sur la table, un jeu de cartes postales en noir et blanc représentant la pyramide, une aile restaurée d'un palais, un détail d'une fresque, une statue de Dieu sans tête, dont le sexe se dissimule derrière un médaillon ovale en forme de bouclier. Fin de la citation. Dans l'Observatoire de Cannes, Ricardo joue sans arrêt avec l'idée de la carte postale comme cliché du tourisme de masse. Il joue sur les deux sens, le cliché, la photo, le cliché, le leitmotiv, mais également comme générateur de mise en abîme. Il l'emploie comme un moyen de critiquer la spectacularisation fondamentale de la touristification des lieux. Des estivants, cartes postales à la main, essaient sans cesse de les recomposer avec leur appareil photographique, allant parfois jusqu'à demander à leurs semblables de les poser afin de s'inclure eux-mêmes dans la carte postale, de faire partie du spectacle observé. Comme pour boucler la boucle, des cartes postales décrites de manière récurrente dans le roman représentent des photographes amateurs. Je cite un extrait. C'est une description de carte postale. C'est un touriste qui est assis, le dos à la promenade, pour prendre plus commodément une photographie de la plage en contrebas ou de la mer au loin. Fin de la citation. En plus de ce rapport ludique à la représentation, le roman travaille le flou, initié par la touristification entre l'image et la réalité. On suit par exemple la construction d'un château de sable, puis l'action se fige et devient image. Je cite le texte. Tandis que la fillette observe ses pâtés de sable, le couple enlacé, sur le bord droit de la carte postale, évitant l'encombrement des corps allongés, des vêtements en désordre, suit le rivage. Tous les gestes sont laissés en suspens par l'instantané. De cette manière, on ne sait jamais avec certitude s'il s'agit d'une description d'une action réelle ou d'une carte postale. Inversement, la description d'une photographie peut s'animer et devenir une scène romanesque. Enfin, la narration piste, entre autres, les déplacements d'un touriste typique. C'est un homme chauve dont, je cite, l'appareil de photographie suspendu par une courroie au niveau du ventre, lequel est à demi caché par les deux mains qui, machinalement, le manipulent. Fin de la citation.
Donc, ce portrait revient fréquemment avec ces mêmes formulations à de multiples reprises dans le roman. À certains moments, cependant, la place qu'il occupe dans l'espace, les objets qu'il regarde ou photographie, sont ceux-là même qui occupent l'instance narrative. Cela permet un rapprochement entre leurs deux points de vue, voire même une confusion. Le touriste chauve serait-il aussi le narrateur, comme la jeune voyageuse en solo serait aussi la pin-up se produisant dans le strip club, dont la raison sociale est l'Observatoire de Cannes et reprend ironiquement le slogan du véritable Observatoire de Cannes qui a donné son titre au roman. Donc on voit qu'on joue beaucoup sur l'image, la réalité et les redoublements. Dans cette mesure, le texte en vient à indiquer que l'écrivain désirant produire un nouveau roman, ou à tout le moins un roman participant de cette écriture réaliste d'un genre inconnu qu'évoquait Rob Grillet, pourrait, ou enfin devrait, puisqu'il s'agit de Ricardou, adopter un regard touristique face au monde familier qui l'entoure. Il procéderait ainsi à la lecture brute des signes, qu'il mettrait ensuite en rapport avec leur représentation, décrirait les sites et les comparerait à leurs marqueurs. Il ne s'arrêterait toutefois pas là, comme le font trop de touristes, à en croire les déplorations des publicistes et chercheurs qui se sont penchés sur leur cas, mais cet écrivain reviendrait ensuite aux signes initiaux, les interrogerait en eux-mêmes, de façon à en extraire une nouvelle vérité. Après tout, comme l'écrit Rob Grillet, je cite, « Notre univers est un univers de signes. Tout y est signe. Et non pas signe de quelque chose d'autre, quelque chose de plus parfait, situé hors de notre portée, mais signe de soi-même, de cette réalité qui demande seulement à être révélée. » Merci.